Bonjour les amis, je m'appelle Jean-Denis, je suis membre de TikTok, je m'intéresse à l'entrepreneuriat et aux jeunes qui veulent bien entreprendre. Et voilà donc le sujet que nous allons débattre ce soir. Alors, ceux qui sont prêts peuvent le manifester et participer à ces débats. Quel avenir pour la jeunesse dans cette Afrique qui change? L'Afrique est en train de changer. En 1960, il y a eu cette vague de l'indépendance. Et à partir de Kwame Nkrumah qui a initié cette vague-là, il y a même des dirigeants africains des autres pays qui allaient apprendre à demander l'indépendance au Ghana. Et Kwame Nkrumah a été au centre de cette activité. Et depuis lors, plusieurs pays, presque dans les années 60, ont obtenu leur indépendance. Il y a eu une série de dirigeants qui ont pris le pouvoir par le fait que les colonisateurs leur a remis le pouvoir aux autochtones. Il s'en est suivi 5 ans, 10 ans après, une vague de coups d'État. À ce moment, l'Afrique avait presque dans tout le pays, l'Afrique noire surtout, des présidents militaires. Que ce soit en Ouganda, avec Idi Amin Dada, Mobutu à Kinshasa, au Congo, au Tchad, Tombalbaye, et vous avez Eyadema au Togo. Tous ces dirigeants-là sont venus juste après les dirigeants qui ont demandé l'indépendance. Ils ont fait, nombre ont fait plus ou moins 30 ans. Mobutu, il a fait 32 ans, je crois, au pouvoir, et après il est parti. Nous savons comment il est parti. Et Adema, il est mort, son fils a pris le pouvoir. Et après, donc, après le départ de tous ces dictateurs, tous ces présidents qui ont obtenu le pouvoir, pas de coup d'État, il y a eu une vague de leurs enfants, ou sinon de rebelles qui ont pris le pouvoir. C'est le cas de Kabila, père, dont Laurent Désiré au Congo, qui a laissé le pouvoir à son fils. Nous savons comment il est parti. Et de plus en plus, les présidents ils préparent leurs enfants. Au Gabon, nous avons eu le président Omar, plutôt le Bongo fils, qui a pris le pouvoir aussi. Et les exemples sont légion en Afrique. Mais depuis un certain temps, il y a 2-3 ans, on constate qu'il y a une résurgence des coups d'État. J'avais éludé une partie, c'est lorsqu'il y a eu les conférences nationales souveraines, après la conférence de la Baule. Beaucoup de dirigeants ont dû intégrer la démocratie dans leur pays par l'initiative de Mitterrand, qui a organisé le sommet de la Baule. Et il y a eu des conférences nationales souveraines, les évêques ont organisé, les cardinaux et les évêques ont organisé des conférences nationales. Et il y a eu une vague de dirigeants qui sont venus démocratiquement au pouvoir. Mais nous savons ce que nous savons, ça n'a pas apporté les résultats, la misère continue. Il y a des pays qui souffrent en Afrique, mais il y a de ceux-là qui émergent. Il y a des pays aussi qui ont démarré démocratiquement et ne sont plus revenus à la case de départ. Par exemple, le Nigeria, sa démocratie fonctionne. Le Ghana, la démocratie fonctionne. Au Congo, nous savons que c'est équivalent. Tantôt, ça ne fonctionne pas, mais au moins, il y a un semblant. Mais il y a les pays dans le Mali, les Niger, je crois, et le Burkina Faso qui étonnent. Il y a 3 chefs de guerre ou militaires qui ont pris le pouvoir et qui semblent insuffler un autre vent en Afrique. Au lieu d'être décriés, les gens là sont adulés, on les aime, on adore. Et apparemment, ils sont des leaders éclairés qui veulent changer un peu la vie dans leur pays. Et jusque-là, ça ne dérange pas. Mais à côté de ces 3 pays, nous avons un pays qui est le Sénégal,
où la situation est tout à fait autre. Bien qu'il y ait un jeune qui est venu au pouvoir, mais il est venu au pouvoir démocratiquement. Nous savons aussi comment cela a failli très mal tourner. Hein? Parce que j'ai vu que le président Sall a voulu s'inspirer de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, il y a des jeunes qui sont entrés au pouvoir, des amis, mais qui sont bien instruits et qui font des choses qui étonnent le monde. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est nous quittons un peu la vague politique, nous allons plutôt du côté des jeunes, l'entrepreneuriat. Dans ce changement qui accompagne l'Afrique ou qui caractérise l'Afrique, il y a des pays qui fonctionnent bien, qui marchent, comme le Nigeria. Le Nigeria, ça fonctionne. Ça nous étonne. Les Olimelou sont là, tous les grands riches, des gens, les Dangote, ils sont là et ils organisent le système pour que de plus en plus qu'il y ait des jeunes qui puissent oui, ok. Il y a des jeunes qui évoluent, qui créent des entreprises. Mais à côté, attendez, quoi, astuce, tu gagnes des vues plus rapidement en 9%, bonne connexion, en temps réel. Ok, voilà, donc je lisais un peu. Voilà, il y a des, mais il faut que ça revienne au système normal. Voilà, c'est bon. Il y a des jeunes qui montrent une certaine volonté, qui accompagnent leurs dirigeants politiques, surtout les pays anglophones, l'axe anglophone. Ça fonctionne très bien, ça marche, ça étonne. Mais c'est-à-dire que c'est du côté francophone, on sent que ça ne donne pas le même profil. Alors, moi, le débat que je voudrais lancer aujourd'hui, que celui qui a la parole pourra demander qu'on puisse le prendre en charge pour qu'il puisse... Le débat que je voulais lancer, comment pousser les jeunes, surtout du côté francophone, à se lancer dans l'entrepreneuriat et à changer la physionomie économique de leur pays. Mais ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas du nouveau. Au Canada, c'était la même chose. Le Canada, c'est un pays bilingue. Il y a les côtés anglophones et les côtés francophones. Le Toronto, donc l'Ontario et les autres, ce sont des pays, des États francophones, des provinces anglophones, tandis que le Québec est francophone. Mais c'est avéré que le côté anglophone était plus entrepreneurial et faisait des merveilles. Ils réussissaient en entrepreneuriat, mais les francophones étaient en retard. D'ailleurs, c'était même une moquerie, quoi, au niveau national. Les anglophones se moquaient des francophones. Et il y a eu une prise de conscience. Les savants en entrepreneuriat se sont réunis pour se taper du poing sur la table. Comme les monsieur Arthur Fortin se sont organisés, mais ça ne fonctionne pas. Comment les autres nous dévancent? L'intelligence s'était réunie pour trouver les voies et moyens et lancer l'entrepreneuriat dans les pays, de côté, dans la province francophone. Donc là, l'initiative est partie des savants. Et aujourd'hui, on sent que le Québec monte. On encourage les jeunes à entrer dans l'entrepreneuriat, à faire des bonnes choses et à créer des entreprises. Créer une entreprise au Canada, ça s'est fait sur Internet. Vous n'avez pas à souffrir. Vous avez juste à payer un petit montant là et vous avez votre entreprise. Donc, mais chez nous, au pays, dans nos pays africains, même, il y a des efforts, mais créer une entreprise, c'est le parcours du combattant. Je donne un peu de pistes, quoi, comment on pourra aborder le débat. Alors moi, mon souci serait que chacun de nous donne son avis ou contribue à ce débat pour qu'on puisse ensemble débattre, voir comment faire pour que les pays francophones, au moins ceux qui sont en retard, puissent se lancer dans le débat entrepreneurial et créer des entreprises. Ce n'est pas de la magie. Mais peut-être qu'il y a un problème culturel, peut-être qu'il y a un problème. Il faut d'abord le problème, c'est que les freinages, les blocages, c'est qui bloquent, et voyons comment changer la donne. Pour que peut-être qu'on rejoigne nos amis nigérians et anglophones, la Zambie. Alors, ici, il faut qu'on cherche à comprendre comment eux, les anglophones, ont réussi à décoller ou à se battre mieux que les francophones. Qu'est-ce qui nous différencie? Voilà des questions que je me pose tout le temps. Et peut-être que non, chacun de nous aura son avis, surtout les jeunes, même ceux qui ont de l'expérience aussi, peuvent donner leur expérience. Ça va aider les jeunes à comprendre un peu
les phénomènes. Voilà les sujets que j'avais à débattre avec vous aujourd'hui. Alors, si quelqu'un trouve qu'il peut dire quelque chose, il le demande. Nous allons prendre en charge son intervention. Vous avez la parole. Alors, je vous attends. Je crois que vous en avez saisi. Qui veut ouvrir les balles? Je comprends que les sujets vous intéressent parce qu'il y a des gens qui suivent. Moi, mes interventions vont porter plus sur l'entrepreneuriat et sur un peu de politique, voire un peu. Mais je vais passer plus du côté économique. Mais la politique va avec l'économie. Donc, on va essayer de débattre. C'est un peu de booster. Hein. C'est vrai. Il faut s'amuser. Il faut la musique. Nous aimons, moi, j'aime beaucoup la musique. Mais maintenant, il faut une prise de conscience. Essayer de réveiller cette jeunesse africaine. Et le développement n'est pas racial. Il n'y a pas de race dans l'enrichissement. Tous les riches, toutes les races du monde s'équivalent. Maintenant, essayez de voir un peu comment on peut faire en sorte que l'Afrique se développe. Se développe. Et surtout que cette différence entre les deux Afriques puisse disparaître. Voilà, c'est à quoi je vous invite à débattre aujourd'hui. Ok? Ah, merci, merci. Je vois Patricia Faye, salut. Je vois Omar, salut. Ouais. Ouais, donc, ne vous hésitez pas, vous pouvez parler en français, même en anglais, je me débrouille un peu. Ou en langue, bon, ceux qui sont à Kinshasa, peut-être qu'ils peuvent parler lingala, mais français, anglais, c'est les langues qui sont connues de tous. Que celui qui a un mot même, il peut écrire quelque chose, et puis voilà, on saura. Et comment, soyez rassurés que chaque fois que j'aurai à intervenir, je veux choisir un sujet dans ce sens-là, ou peut-être dans un sens un peu parallèle, mais au moins qui va continuer, mon souci, c'est réveiller les consciences. Parce que moi, je suis un enseignant d'université. Et je pense que l'université, c'est un cadre réservé à ceux qui ont les moyens, ceux qui ont fourni des efforts. Mais il a été démontré que non, il y a des gens qui ont réussi dans la vie sans passer par l'université. Alors, c'est un peu d'élargir le débat à tout le monde, que tout le monde participe et voir un peu comment on peut apporter un plus à ce continent qui semble dormir. Parce que l'Afrique anglophone seule ne peut pas. Mais avec les autres, si les deux côtés de l'Afrique s'organisent et avancent, je pense que notre continent va s'émanciper et puis cela va résoudre beaucoup de problèmes que nous avons, de domination, d'exploitation des matières premières, des guerres. Même la guerre de la RDC, elle est essentiellement économique. Okay? Mais il y a des implications sociales, politiques, mais c'est l'économique. L'agresseur ou le Rwanda vient chercher les minéraux par la force pour enrichir son pays. Voilà un peu, c'est ça le vrai problème. Alors, donc l'économie est au centre de tout ce qui anime les consciences. Donc, j'ai besoin de temps en temps de pouvoir débattre avec vous sur ces questions-là. La jeunesse, la jeunesse. Je vois que parmi, il y a beaucoup d'universitaires, il y a des étudiants de Saint-Louis, il y a des étudiants de l'Université de Kinshasa, et il y a même des cadres qui travaillent dans l'administration. Donc, c'est hétéroclite. Et j'aime ça. Donc, je pense que le débat sera riche sur cette question-là. Et j'attends donc... ok, voilà, watch live. Alors, je manipule à peine cet instrument, mais je voudrais un peu... si quelqu'un veut intervenir, me le dit, et on va voir comment vous organisez le débat.
Which live? What's your favorite live creator? Oh là là. Allô? Ok, alors qui va intervenir sur l'entrepreneuriat jeunesse en Afrique pour accompagner ces dirigeants qui apportent un vent nouveau, mais peut-être que la venue au pouvoir n'est pas tout à fait démocratique. Bon, mais ça c'est discutable. Mais au moins, on sent qu'ils veulent quelque chose. Hier, avant-hier, je suivais le ministre de l'Agriculture sénégalais qui est en train de montrer que non, le Sénégal peut, à un certain moment, ne plus importer des légumes de l'étranger. Avec la culture sous serre, ça peut fonctionner. Moi, j'ai été à île Maurice et là, j'ai découvert l'agriculture ou hydroponique. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qui se fait au Sénégal. Où au lieu de gaspiller l'eau qui fait problème, juste le goutte à goutte là, alimente, où les plantes sont plongées dans une eau où il y a des eaux minéralisées, et les légumes poussent. Il y a sans terre, juste avec l'eau minéralisée. Et on gagne en productivité. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a un pays, je crois que c'est au Burkina, j'ai découvert la culture hydroponique. Donc tous les pays se battent pour pouvoir trouver des voies et moyens d'abord pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Et l'autosuffisance alimentaire véritable ne vient que par l'entrepreneuriat. Mais lorsqu'il faut importer les denrées alimentaires, ça coûte cher à l'État. Ça coûte très cher, l'importation des denrées alimentaires. Et pourtant, nous avons les espaces, nous avons les forêts, nous avons les terres. Il faut pousser les jeunes à entreprendre dans tous les secteurs. Même les secteurs salissants. Pas seulement le secteur propre, même là, il y a la saleté. L'agriculture, je sais que non, on ne va pas en costume au champ. Mais le fruit, il est succulent. Quand on a récolté, on a vendu ces légumes, on peut prendre du temps, du bon temps et à voyager, à visiter le monde. Donc voilà, donc, moi, mon secteur de prédilection, c'est ça, l'entrepreneuriat. Pousser les jeunes, pousser même les adultes, ceux qui veulent bien. On entreprend à tous les âges. Parce qu'avec l'emploi, tu vas arriver à un certain moment, 65 ans, tu es pensionné. Mais l'entrepreneuriat, c'est jusqu'à ce que tu quittes la terre. Tu peux continuer à entreprendre. Tant que le cerveau fonctionne, tant que les mains fonctionnent, tant que tu as tes pieds, tu pourras toujours entreprendre. Donc c'est sans limite. Donc il n'y a pas de pension pour l'entrepreneuriat. Voilà, c'est à quoi nous devons pousser le plus de jeunes possible. Même si tous les villages deviennent entrepreneurs, pas de problème. Okay? À l'époque, quand l'économie a commencé à se mettre en place, chaque ménage avait une activité et vendait le service aux autres. Okay? Parce qu'un cordonnier aura besoin du sel, un cordonnier aura besoin du pain, donc le boulanger est nécessaire aussi. Donc même si tout le monde entreprend, mais chacun aura besoin du bien des autres. Donc même si tous les villages deviennent entrepreneurs, il n'y a pas de souci. Mais pourvu qu'au moins les communautés s'enrichissent, les pays s'enrichissent. Voilà. C'est à quoi je voudrais débattre avec vous très souvent. Et ceux qui peuvent m'écrivent pour donner leur impression sur cette première intervention. Le temps aussi que je maîtrise un peu le live sur TikTok. Voilà. Et puis, on va évoluer comme ça. Mais je trouve que non, les gens sont intéressés, c'est bon, c'est bon. Donc, j'ai besoin de temps en temps de vous voir ici et débattre de la question. Peut-être que les gens qui ne sont pas préparés aujourd'hui à aborder la question, mais attendez, il y a quelqu'un qui est là. Aborder la question, mais progressivement, vous aurez le temps. Ajouter un objectif. Ok, apprendre, classement, feu. Ok. Suzanne, il y a Suzanne Beauty, il y a Eden Louise, il y a Mike, Mickey, il y a Ousmane qui a rejoint et qui est avec nous. J'attends de vos nouvelles. Donc, essayez n'hésitez pas, parlez comme vous pouvez et puis donnez vos avis sur l'entrepreneuriat jeunesse en Afrique avec la nouvelle vague de dirigeants éclairés qui veulent changer l'Afrique. Okay. Nous avons besoin de vos avis. Je vois que l'Afrique de l'Ouest bouge. Le Sénégal,
les Mali, les Niger, le Burkina. Ça donne une lueur d'espoir, mais il ne faut pas que cela se brise. Le vrai problème, que les dirigeants soient là pour leur peuple, pas pour eux-mêmes. C'est ce qui tue l'Afrique. Vous avez quelques deniers qui entrent dans le trésor public. Les dirigeants prennent, ils mettent dans les poches, bien construisent des maisons et ça bloque le système. Or, si on réinjecte l'argent dans le système, on donne des crédits aux jeunes qui puissent investir, les problèmes de faim et d'emploi vont se résoudre de soi-même en Afrique. On n'a même pas besoin de modèles qui viennent d'ailleurs. Déjà à côté là, les pays anglophones bougent, le Ghana, le Nigeria, la Zambie, l'Afrique du Sud, pourquoi pas. Ce sont les pays qui bougent. Ils doivent nous servir d'exemple. Nous les francophones. Parce que moi je viens de la République démocratique du Congo. Donc voilà, un peu bien, je vis ailleurs, je vis à l'étranger, mais au moins, c'est mon pays, c'est là que je travaille, donc voilà. Donc, j'ai besoin d'interagir avec vous, et de recueillir vos avis, de donner vos expériences, et de nous dire un peu ce que vous faites, et comment vous le faites, et qu'est-ce que vous aurez souhaité avoir comme expertise pour pouvoir avancer. Moi, je suis un entrepreneur aussi, j'entreprends depuis un certain temps, et j'ai des activités, vous allez me découvrir petit à petit, et j'ai une expérience en la matière, donc j'ai une expérience théorique et pratique, puisque je fais de l'entrepreneuriat à l'université, en études post-universitaires, donc j'ai l'expertise. Mais mon souci est que ça puisse servir à la jeunesse. J'enseigne depuis longtemps à l'université, mais là c'est un cadre fermé, maintenant je vais ouvrir cela à tout le monde. Okay? C'est un peu comme une université pour tous, mais en des termes simples et clairs. Pas un langage trop technique académique. Soyez même terre à terre, mais au moins parlez-moi de vos expériences en entrepreneuriat. Comment vous vous débattez, comment vous organisez pour pouvoir avancer. Voilà, c'est que moi, je veux. Chacun est capable de faire quelque chose. Ce n'est pas une chasserie gardée pour quelques individus. L'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Chacun peut faire. Et même à la maison. Déjà, et puis, quelquefois, on se voit la face. Peut-être qu'on croit que non, l'entrepreneur, c'est celui qui a une entreprise viable avec des employés. Non. Quand la maman fabrique des beignets dans sa cuisine, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Puisqu'il va mettre ça au coin, il va vendre ça et il va avoir de l'argent. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes techniques de gestion. Mais au moins, et puis il ne vise pas la croissance. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ne visent pas la croissance. Parce que l'entreprise doit croître pour pouvoir s'enrichir et enrichir la communauté. Mais chaque acte posé dans ce sens, vous prenez l'initiative, vous achetez des matières premières, vous produisez, même dans votre propre maison, dans votre propre cuisine, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Vous manquez de technique de gestion, mais au moins, vous avez produit quelque chose. La gestion s'apprend. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour savoir calculer les 1 plus 1. Mais vous avez au moins besoin de rudiments quand même. Hein? C'est ce que l'école primaire, c'est déjà suffisant. Même des gens qui n'ont pas étudié, qui savent calculer. Avec l'expérience, avec les terrains, l'autodidacte. Donc voilà un peu. C'est sur quoi je voudrais vous entretenir de temps en temps. C'est de débattre sur la question entrepreneuriale. Le jeune. Nous voulons que l'Afrique puisse se réveiller. Voilà la Chine aujourd'hui. Qui peut dire non à la Chine? Qui peut attaquer la Chine? Même les États-Unis ne peuvent pas oser attaquer la Chine. Aucun pays au monde ne peut attaquer la Chine, parce que la Chine est forte, économiquement et même militairement. Mais c'est un pays qui ne cherche pas de guerre, qui ne cherche qu'à asseoir son économie. Mais ils n'ont pas commencé comme c'était un pays pauvre il n'y a pas longtemps. J'ai une prise de conscience. Okay? Imaginez même la Chine n'avait pas les mêmes atouts que nous. La Chine était communiste. Elle est encore communiste. Mais elle a vite revu sa copie pour pouvoir avancer. Grâce à des gens comme Deng Xiaoping. Okay? Un dirigeant qui insuffle un rythme et qui est adopté par tout le monde. Aujourd'hui, il y a des milliardaires chinois. Il n'y en avait pas. C'est un pays hautement centralisé, où c'est l'État qui contrôle. Mais aujourd'hui, il y a des milliardaires chinois. Alibaba, c'est un milliardaire chinois. Voilà. Donc, ça peut arriver à tout, même en Afrique. Il faut avoir des gens comme ça. Moi, je suis fier des gens comme les Dangote, les Olimelo. Je suis fier d'eux.
Même le Moïse Katumbi chez nous, ce sont des gens qu'il faut respecter. Il faut les respecter. Les partenariats de la pêche, aujourd'hui, c'est un millionnaire. Ça fait du bien. Et il crée des emplois. Okay? Rien qu'il s'est essayé en politique, mais ça c'est toujours un entrepreneur, c'est toujours gratter, savoir gratter, c'est ça l'entrepreneur aussi. Donc voilà un peu les questions que nous allons débattre avec vous de temps en temps. J'ai besoin de vous suivre sur cette question-là. Voilà, donc, en bref, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, juste le temps de maîtriser le système, je crois que je vais vous donner l'occasion, la parole sous peu, pour pouvoir, je vous donne la matière, donc à essayer de réfléchir. Je vais lancer un autre live demain et un autre le dimanche. Et là maintenant, je crois que les gens auront les langues déliées, ils pourront parler, et ils pourront donner leur avis, et ils pourront contribuer au débat pour pouvoir asseoir notre club de débat, de débatteurs sur l'entrepreneuriat jeunesse en Afrique, ou l'entrepreneuriat tout court en Afrique. Donc voilà ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, c'est dans quoi j'investis mon énergie. Donc je voudrais partager ça avec vous. Et puis je vais vous donner l'expérience de partout où je suis passé à travers le monde. Je suis en Occident. Et j'ai découvert des choses sur comment ils se battent, pourquoi ces pays sont développés, pourquoi les nôtres ne le sont pas, par où ils sont-ils passés. Voilà, je connais un peu quelques petites techniques que je vais partager, mais je vais d'abord vous écouter, apprendre de vos expériences avant de pouvoir donner ma vision et comment l'orienter pour le bénéfice de tous. Voilà un peu ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Et puis je profite pour remercier les autorités de TikTok. Et puis je profite pour remercier les autorités de TikTok qui ont mis en place cet outil. Franchement, c'est un outil formidable, qui, malheureusement, que certaines personnes utilisent à tort, ou ne savent pas l'utiliser, mais moi, franchement, je découvre que non. En un si bref, à un moment si court, on a déjà atteint un outil formidable qui, malheureusement, que certaines personnes utilisent à tort, ou ne savent pas l'utiliser, mais moi, franchement, je découvre que non. En un si bref, à un moment si court, on a déjà atteint un nombre important de followers. Et j'apprécie, c'est comme cela. Donc je remercie, je félicite les autorités, les patrons de TikTok pour cet outil qu'il a mis à notre disposition. Donc on va en profiter pour essayer de répandre la bonne nouvelle et puis booster et puis encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le seul secret pour développer nos pays qui pataugent. Voilà. Je vous remercie sincèrement pour aujourd'hui. Donc je crois que je vais continuer à lire sur le live. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et puis je reviendrai vers vous pour pouvoir en profiter au maximum. Je vous remercie. Merci. Donc je clôture pour aujourd'hui. Alors, j'arrête. Je vous remercie donc. Passez une bonne journée pour ceux qui sont déjà réveillés et une excellente nuit pour ceux qui doivent aller dormir. Et demain, on se revoit pour débattre la même question. Mais maintenant, on va aller dans les détails. Je vous remercie.